Échographie cérébrale en réanimation. Alors, d'emblée, je voudrais vous dire que je parlerai très peu de Doppler transcrânien, pour ceux que ça intéresse, parce qu'en fait, ça a été traité, retraité, et en fait, je voudrais développer surtout les choses un peu différentes de ça, même si je parlerai un peu de Doppler transcrânien quand même. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt, comme dirait ma femme. Malheureusement, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je voudrais d'emblée commencer par vous dire que moi, je fais de la neuroréanimation, la neuroanesthésie, et il n'est pas ici question de dire qu'on va remplacer le scanner ou qu'on va remplacer l'IRM. Ça reste, bien entendu, les examens de référence pour aller explorer le cerveau, et il n'est pas du tout question de dire qu'on va remplacer le scanner ou l'IRM, bien entendu. Mais il y a quand même une place pour l'échographie en préhospitalier, par exemple, dans les situations où on ne fait pas de scanner ou pas d'IRM, et il y a plein de pathologies dans lesquelles on peut utiliser l'échographie. Alors, ce qui est intéressant, et je l'ai appris en fait il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, l'échographie cérébrale, c'était au tout début du développement de l'échographie. Ce monsieur, là, Karl Duzic, là, 1808, il est né, hein, c'était un des premiers à faire de l'échographie, et son première application, c'était l'échographie cérébrale. Bon, il avait un échographe pas très portable, pas très utilisable en pro-hospitalier, mais en fait, en 1800, avant la guerre, hein, il avait des images qui étaient pas si mal que ça, finalement. Bon, bien sûr, ça n'a pas grand-chose à voir avec les images qu'on a aujourd'hui, mais pas si mal que ça. Et en fait, c'est assez ancien, hein, et aujourd'hui, tout le monde est radiologue aujourd'hui. Voilà, même les urgentistes sont des radiologues, donc tout va bien. Et en fait, allons-y, utilisons l'échographe. Alors, oui, mais en fait, bon, moi j'ai une petite question à vous poser quand même. On m'a dit qu'il fallait que je pose des questions. Alors, comme moi je suis un peu à la faculté, je fais des questions à réponse multiples, des QRM, pour ceux qui sont forts en dosymologie. Donc vous avez le choix, vous avez plusieurs choix, vous avez le droit de ne pas répondre aussi, hein, c'est pas un examen. Quelles sont les structures cérébrales visibles en échographie cérébrale? Alors, les vaisseaux de la base, le troisième ventricule, le quatrième ventricule, le parenchyme ou les méninges. Alors en fait, je vous propose qu'on ne vote pas, parce qu'en fait c'est trop long et qu'on va avancer, mais je vous pose une question comme ça, et puis vous aurez la réponse dans pas très longtemps. En fait, le seul intérêt d'un QCM, c'est susciter l'interrogation. Donc en fait, je suscite l'interrogation chez vous. Et en fait, la réponse, elle est dans cet article de revue qu'on avait publié il n'y a pas très longtemps, 2 ans, je pense, dans Intensive Care Médecine, et qui vous dit qu'en fait, et que je vous conseille fortement de lire, parce que on a beaucoup travaillé sur cet article, et il fait vraiment bien le tour de la question, qui vous dit que l'échographie cérébrale, en fait, elle permet d'avoir accès aux principales structures du cerveau, incluant le parenchyme et les gros vaisseaux. Et en fait, vous l'avez compris, la réponse bonne à la question, c'est toutes les réponses sont bonnes. Normal, sinon je ne serais pas là et je pourrais rentrer à Toulouse. Et donc, en fait, j'ai une autre question. Quelles sont les pathologies correctement évaluées par l'échographie cérébrale? Là, c'est pareil, on ne va pas voter parce que c'est trop long. Donc, l'infarctus, l'hématome, infarctus cérébral, bien entendu, et pas l'infarctus du myocarde, même si on ne va pas explorer l'infarctus du myocarde par échographie cérébrale. L'hématome, l'hydrocéphalie, l'hypertension intracrânienne ou la déviation à la ligne médiane. Donc là, je vous laisse réfléchir un peu à cette question, et en fait, je vous donnerai la réponse à la fin de mon topo. Et ce sera ce que vous devrez retenir pour rentrer à la maison. Alors, en fait, cet article, toujours, il vous dit que l'échographie peut être utilisée au lit du malade pour explorer les malades de neuroréanimation, par exemple pour explorer les hématomes, estimer la pression intracrânienne, estimer la déviation à la ligne médiane et les lésions intracrâniennes. Mais elle n'est pas seulement utilisable en neuroréanimation, elle est utilisable aussi dans plein d'autres circonstances, la réanimation polyvalente et les services de médecine d'urgence. Alors parfois en réanimation, vous savez, la boîte crânienne, c'est fermé, on ne voit pas bien, mais parfois la fenêtre est ouverte. Et en fait, parfois, on a des crâniectomies. Les malades qui ont été opérés sur des AVC malins, AVC ischémiques malins, infarctus malins, et qui ont en fait des décompressions cérébrales avec la crâniectomie. Et en fait, on a une complication ici assez fréquente de l'AVC, du gros infarctus, c'est un ramollissement hémorragique ici, sur la partie antérieure. Et en fait, si on regarde ça en échographie, si vous posez la sonde d'échographie ici, vous allez avoir en fait cette zone hyper échogène en échographie
que vous allez très bien voir et qui en fait correspond à l'hématome intracrânien. Donc en fait, on voit très très bien les hématomes en échographie. Et en fait, vous pouvez tout à fait regarder ici, vous avez aussi la ligne médiane ici que vous voyez, hein, la faute du cerveau que vous voyez très bien ici. Et en fait, vous avez des images comme ça quand on a une crâniectomie, et ce n'est pas une image exceptionnelle, hein, c'est une image tout à fait habituelle. On voit les sillons, on voit les ventricules, on voit la ligne médiane, on voit les différents lobes, on voit extrêmement bien les structures du cerveau. Il n'y a pas besoin d'être anatomiste pour comprendre ce que c'est, c'est tout à fait intuitif. Et en fait, les papiers ont été faits. On voit en fait bien, on estime bien les lésions par rapport à une lésion qu'on observerait au scanner en utilisant l'échographie. Tout ce qui est hyperdense au scanner, c'est-à-dire en fait les hématomes, on les voit très bien et on les estime bien. Par contre, ce qui est hypodense au scanner, par exemple l'infarctus cérébral, on ne va pas bien l'estimer en échographie cérébrale. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les lésions hémorragiques cérébrales, on peut les détecter facilement en échographie. Par contre, les lésions ischémiques, on les détecte moins bien. Alors, par exemple, ici, je vous montre un petit quelque chose pour finir de vous convaincre. Vous avez une crânectomie décompressive ici. Voilà, un malade qui a fait un traumatisme crânien. Et puis, il y a une complication assez classique de la décompression, c'est l'hématome extradural contralatéral, ici, qu'on voit. Là, ceux qui sont un peu habitués le voient très bien. Et en fait, si vous posez la sonde d'échographie là, vous allez voir en fait ici la superficie, là la profondeur, et bien vous voyez très bien cet hématome extradural ici. Vous voyez très très bien, vous pouvez le mesurer avec une précision extrêmement fine et vous pouvez suivre son évolution. Vous pouvez éviter des scanners inutiles pour surveiller les hématomes extraduraux par exemple. Vous pouvez, si le malade s'aggrave, faire une échographie, vérifier si c'est l'hématome qui est responsable de l'aggravation. Et donc ça, nous on le fait tous les jours, hein, notre animation. Ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et vous pouvez mesurer la taille des ventricules très facilement. Vous avez une échographie, vous voyez très bien les ventricules, et vous pouvez mesurer la taille des ventricules. Ce malade qui a une hydrocéphalie, c'est évident, vous pouvez mesurer l'apparition d'une hydrocéphalie, comparer et suivre ça. Vous pouvez vérifier la place des dérivations. Ici, vous avez un malade, ça c'est 3 heures du matin. Ce malade, en fait, a eu un AVC malin, une crânectomie décompressive et une dérivation ventriculaire qui est ici. Et puis, la dérivation ventriculaire ne donne plus, elle est bouchée. Et la question, c'est est-ce qu'on peut la déboucher ou pas? Voilà, ça évite d'aller au scanner, ça évite d'aller au bloc opératoire. Et ben, la question, c'est est-ce qu'elle est en place? Est-ce qu'elle est dans le... Et ben, en fait, on fait une échographie et puis vous voyez ce malade-là, la dérivation, vous la voyez, vous la suivez, et vous voyez qu'elle est dans le ventricule ici. Voilà, elle est là, elle est au bout, on voit le bout. Non. Et en fait, ce malade, on l'a débouché sa DVE, elle est allée se recoucher. Voilà, c'était assez simple, mais ça nous a fait gagner un petit peu de temps. En fait, pour vous résumer, on peut mesurer facilement et de façon fiable le volume des hématomes, la taille des ventricules, mais ce n'est pas utile, en tout cas, ce n'est pas fiable pour mesurer le volume de l'ischémie, et personne n'utilise dans cette indication aujourd'hui. Alors parfois, la fenêtre est fermée, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de crâniectomie, comme je viens de vous montrer. Alors dans les vieilles études, c'est jusqu'à 18%, avec les échographes modernes, c'est plutôt quelques 5% des malades qui n'ont pas de fenêtre par les voies classiques temporales. Et c'est plus fréquent chez les femmes âgées et d'ethnie non blanche. Ça fait parfois, ceux qui ont connu ça, à la mire sur les vieux téléviseurs, où on a du mal à aller voir les structures intracérébrales. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, avec le développement technique, les sondes qui sont de plus en plus performantes, ce n'est pas forcément l'échographe, hein, c'est bien entendu la sonde, le post-traitement, les sondes par exemple avec des canaux, des cristaux, pardon, de traitement des fréquences, de profondeur. Vous avez des images en fait qui sont assez incroyables où vous voyez parfaitement les structures cérébrales. Ici, vous voyez une coupe qui passe par la partie mésencéphalique, et puis vous voyez ici le tronc cérébral, et même au sein du tronc cérébral, vous êtes capable de mesurer un volume d'une substance qui s'appelle la substance noire, dont vous savez qu'elle est corrélée, son atrophie est corrélée à l'apparition d'un syndrome parkinsonien dans les années qui suivent. Une grosse publication du Lancet il y a quelques années, échographie pour dépister les syndromes parkinsoniens. En fait, aujourd'hui, les échographes permettent d'avoir des images comme ça, en fait, où vous êtes capable d'insonner la fosse temporale. Et puis, en fait, il y a quelques repères, juste quelques petits trucs à retenir, mais une fois qu'on a compris, ici, vous avez donc ce qu'on appelle la fosse temporale, dans laquelle on va aller rechercher les structures principales du cerveau, en particulier des vaisseaux, pour faire du Doppler transcrânien. Ici, vous avez la petite aile du sphénoïde. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, mais vous vous rappelez que vous avez appris que la petite aile du sphénoïde, sur la petite aile du sphénoïde, chemine l'artère cérébrale moyenne.
Vous l'avez appris quand vous étiez en première année. Hein. Je suis désolé de vous le rappeler, mais vous l'avez appris. Et puis là, il y a un autre repère osseux qui s'appelle la crête pétreuse, sur lequel cheminent des structures principalement veineuses. Et bien, ces deux structures, vous les voyez très bien en échographie. Ça, c'est la petite aile du phénoïde, qui a un trajet un peu en baïonnette comme ça. Et ça, c'est la crête pétreuse. Et une fois que vous avez ça, vous allez chercher là-dedans des vaisseaux. Et en fait, ce vaisseau-là, par exemple, eh ben, c'est l'artère cérébrale moyenne, parce que voilà, elle est sur la partie antérieure de l'image, sur la petite aile du phénoïde. Vous la suivez sur plus d'1 centimètre, elle vient vers vous. C'est une artère cérébrale moyenne. Et puis, vous avez des images comme ça. Voilà. Ça, c'est le tronc cérébral. Devant le tronc cérébral circule le polygone de Willis, et vous pouvez aller insonner le polygone de Willis. Ici, les artères qui viennent vers vous, de ce côté-là. Ici, les artères contralatérales. En tout cas, vous êtes capable de les insonner de façon très, très simple. Et puis, vous pouvez même regarder le troisième ventricule. Ici, vous avez le troisième ventricule. Si vous allez un peu devant le tronc cérébral, vous avez le troisième ventricule. Et puis là, les ventricules latéraux. Vous les voyez très, très bien. Même quand le mec a un crâne fermé. Et vous pouvez mesurer le diamètre du troisième ventricule. Alors ça peut vous paraître, alors il y a différentes coupes, je vais passer assez vite, ça peut vous paraître un petit peu, dire obscur, mais pas du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, quand vous mettez une dérivation ventriculaire, par exemple, chez un malade, si vous le mettez sans repérage, c'est 55% de bon placement la première fois. Donc les chirurgiens, il faut un trou dans le cerveau, hein, une fois, 2 fois, 3 fois. C'est désagréable hein, quand on est au bloc opératoire, quand on met plusieurs fois. Quand on repère sous neuronavigation avec une acquisition d'un scanner en 3 dimensions, 90% de bon positionnement la première fois. Et quand on repère avec une échographie en direct, 90% de bonne ponction la première fois. Aujourd'hui, les neurochirurgiens font de la neurochirurgie, par exemple au bloc tumoral, avec de l'échographie, pour guider la résection et puis vérifier en fait le résidu tumoral et vérifier qu'il n'y a pas une modification de l'anatomie pendant le geste. Une autre indication, et en fait celle-là est très importante parce que c'est une des urgences neurochirurgicales, c'est la déviation de la ligne médiane. On a tous appris que c'était un des critères pour, en théorie, opérer les malades. Et donc là, vous avez un hématome sous-dural aigu avec une déviation de la ligne médiane, le scanner qui correspond à ce patient. Et bien en fait, vous pouvez, on avait publié il y a quelques années, vous pouvez tout à fait estimer la déviation de la médiane. C'est assez simple. Vous allez chercher le troisième ventricule, la petite structure qu'on a vue tout à l'heure. Là, c'est une image en double rail comme ça. Et ici, c'est la partie postérieure. Donc, on ne peut pas le mettre sur la même coupe parce que ce n'est pas le même plan échographique. Mais si vous allez chercher un peu vers le bas, vous aurez ici le mésencéphale, l'image en aile de papillon qu'on a vue tout à l'heure, duquel part le troisième ventricule. Vous allez mesurer la distance d'un côté, de l'os au milieu du troisième ventricule. Vous faites la même chose de l'autre côté, et vous faites la somme des deux divisé par 2, c'est la déviation à la médiane. Et cette déviation à la médiane, elle est bien corrélée en échographie et au scanner. Et donc vous pouvez tout à fait estimer une déviation à la médiane en échographie, ça ne pose pas de souci, et ça peut être intéressant avant d'avoir le scanner. Une des évolutions technologiques aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle l'échographie combinée. Vous avez une acquisition d'une imagerie pour votre malade à un moment ou à un autre. Là, en l'occurrence, c'était une IRM. Ici, c'est l'IRM. Et en fait, vous allez, par des repères, combiner l'échographie que vous faites en temps réel. Et ça vous fait des choses assez extraordinaires comme ça. Par exemple, vous posez la sonde d'échographie, hein, puis vous avez, en fait, la transposition des deux images. Ça, c'est ce qu'on fait avec l'échographe. Et ça, c'est la reconstruction avec l'imagerie du malade. Donc, vous voyez qu'en fait, le tronc cérébral est là. Vous voyez, le tronc cérébral est là. Vous voyez, c'est assez convaincant finalement. Ça vous permet de confirmer ce que vous voyez. Et ça vous permet aussi, vous allez voir après, on fait un peu de Doppler après, ça vous permet d'aller projeter les vaisseaux que vous allez insonner pour bien confirmer que c'est bien ce que vous voulez mesurer. Donc là, vous avez le lobe temporal ici, hein, c'est évident. Le lobe temporal, il est là, la partie interne du lobe temporal. Et là, vous avez des artères, des vaisseaux qui sont de l'artère cérébrale moyenne ici. Et là, le polygone de Willis devant le tronc cérébral. Et vous les voyez, ils sont projetés ici. Vous voyez ? Donc ça... Moi, dans 5 ans ou 10 ans, on aura tous ça. Voilà, je vous le parie, c'est évident. On aura une fois une acquisition d'une imagerie d'un malade en réa, et puis on aura cette localisation, cette colocalisation de l'imagerie. Mais quand vous le voyez la première fois, c'est assez bluffant quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous le voyez. C'est assez bluffant, et en fait, ça vous permet de comprendre ce que vous faites avec les images pour lesquelles on a l'habitude de réfléchir, en tout cas en échographie. Et pour finir, je voudrais vous parler de la troisième grande urgence neurochirurgicale, hein, l'hypertension intracrânienne. Et en fait, est-ce qu'on peut la détecter avec de l'échographie cérébrale ?
En fait, l'hypertension intracrânienne, elle peut se mesurer par le diamètre des enveloppes du nerf optique. Le nerf optique, en fait, le nerf optique qui est là, vous avez tous appris que c'était une émanation, une excroissance du système nerveux central. Mais le nerf optique, il est entouré d'une enveloppe de Durmer dans laquelle le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal circule. Et en fait, s'il y a de l'hypertension intracrânienne, en particulier en haut, et si le liquide circule sans obstacle, c'est une condition importante, hein. S'il y a une hémorragie intraventriculaire avec un caillot, eh ben ça ne marchera pas, puisque le liquide ne pourra pas être chassé. Mais s'il y a de l'œdème cérébral, eh ben, les ventricules vont devenir fentes, le liquide va être chassé vers le bas et va s'accumuler dans le système plutôt en bas, et puis en rétro-orbitaire. Et c'est très facile de le faire en échographie. Il suffit de poser une sonde d'échographie sur l'œil, et puis vous avez une image comme ça c'est le globe oculaire. Et puis derrière le globe, bien sûr, il y a l'apprentissage, il y a un peu de pédagogie à faire, mais vous avez une image hypoéchogène, et souvent on est capable de mesurer les enveloppes de Durmer ici, mais en fait tout ce qui est hypoéchogène, c'est de l'eau ou du nerf, et tout ce qui est hyperéchogène, c'est de la graisse périorbitaire. Et vous allez mesurer un diamètre ici transversal à 3 mm derrière la papille, qui est comme ça, c'est la standardisation de la mesure. C'est très simple, hein, vous prenez un malade, vous prenez une sonde plutôt haute fréquence, plus de 7,5 mm, vous la posez sur l'œil du malade, comme ça, en façon transversale, et puis vous allez avoir cette image-là. Ça prend à peu près 20 secondes à mesurer, hein. Ça va très très vite. Et avant, on mesurait dans un autre sens aussi, dans un sens vertical, mais on a simplifié ça parce que ça n'apporte pas grand-chose en termes de performance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait publié il y a quelques années, en intensive care médecine, la validation de cette mesure pour mesurer la pression intracrânienne. Et la méthode de référence était le capteur intraparenchymateux, qui est la méthode, le gold standard. Et vous voyez qu'en fait, la corrélation est satisfaisante. Elle n'est pas parfaite, mais elle est satisfaisante. Et ce qui est encore plus intéressant, je pense que c'est les variations de pression intracrânienne étaient bien corrélées aux variations des enveloppes du nerf optique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Un malade qui s'aggrave, vous allez le voir s'aggraver. Et un malade qui s'améliore également. Et en fait, vous aviez des courbes ROC pour prédire une pression intracrânienne supérieure à 20 mm de mercure, qui est le chiffre habituel pour considérer que le malade est en hypertension intracrânienne, qui était très bonne. Avec vous avez ici, en fait, il faut regarder surtout, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que pour une spécificité élevée, quelle est la sensibilité, et en fait, vous avez une performance très bonne. Il y a quasiment 90% des malades qui sont correctement classés avec ça. Et donc ça, c'est quand même un outil de triage qui me paraît intéressant. On a fait des méta-analyses qui confirmaient ça. Sensibilité élevée, proche de 90%, spécificité proche de 85%. Pas si mal comme test quand on n'a pas grand-chose d'autre. Par exemple, c'est utilisable. Je ne dis pas qu'il faut remplacer la PIC par ça. Je dis juste que quand on n'a pas la PIC, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et il y a plein de pathologies dans lesquelles on ne met jamais de pression intracrânienne. Vous allez mesurer les variations, par exemple, après osmothérapie, par exemple. Vous avez une pique qui baisse ici après osmothérapie, et ben vous avez les enveloppes du nerf optique qui vont baisser aussi après osmothérapie. Alors on a utilisé pas mal de pathologies. Je vous montre juste quelques études. Prééclampsie. La prééclampsie, c'est bizarre, elles ont mal à la tête, elles ont un flou visuel, elles ont des nausées, des vomissements. Si on n'était pas à la maternité, on dirait qu'elles ont de l'hypertension intracrânienne. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est ont-elles de l'hypertension intracrânienne? Et ben, on a fait les enveloppes du nerf optique. Hein. ONSD, c'est Optic Nerve Sheath Diameter. Chez les prééclamptiques, on a comparé ça aux femmes enceintes, non prééclamptiques. Et vous voyez qu'on a des valeurs élevées, différentes. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé, avec le traitement de la prééclampsie sévère, qui a été l'accouchement. Et donc, en fait, là, c'est les non prééclamptiques en blanc, les prééclamptiques le jour de l'accouchement et dans les 7 jours qui suivent l'accouchement. Vous voyez qu'en fait, on a l'impression que cette hypertension intracrânienne diminue. Alors, je ne dis pas qu'elle est très élevée, hein, mais il est probable que certaines prééclamptiques ont une authentique hypertension intracrânienne, et ça correspond à ce qui est publié par ailleurs en IRM ou au scanner sur les études en imagerie cérébrale. Une autre pathologie qui peut vous intéresser, c'est le mal aigu des montagnes. Il y a des gens qui ont monté l'Everest avec un échographe. Donc eux, ils ne font pas de hospitalier, mais ils ont monté l'Everest avec un échographe. C'est dommage, on n'a pas quand ils sont descendus. Mais en fait, quand ils montent, certains vont augmenter leurs enveloppes du nerf optique. Et on sait aujourd'hui que dans le mal aigu des montagnes, il y a probablement, en partie dans la physiopathologie, de l'hypertension intracrânienne. Autre pathologie, moi je suis toulousain, on travaille un petit peu dans l'aérospatial chez nous. Et en fait, on a publié, alors on doit être maintenant au 15e papier sur cette affaire,
on fait des vols simulés. Vous aussi, vous faites à Bordeaux avec l'Airbus qui fait des vols paraboliques, là. Et nous, on fait un peu plus prolongé. On prend des étudiants qui s'ennuient un peu, souvent c'est des étudiants en lettres, et puis on les met soit les jambes en l'air pendant 3 semaines pour simuler un vol en apesanteur, et on les paye pour ça, soit on les met dans ce qu'on appelle un bain d'immersion. Et en fait, ils sont dans une enveloppe, ils sont entourés d'eau, et en fait, ça simule l'apesanteur, la microgravité. Et en fait, il y a certains... C'est compliqué parce que quand on envoie un astronaute, il y a le cas d'une astronaute de la NASA qui avait été envoyée il y a quelques années et qui, sur ces 3 mois de séjour, n'a rien pu faire parce qu'elle avait été malade pendant 3 mois. Et en fait, ça coûte des fortunes. Ils envoient des gens qui ne sont pas capables de travailler parce qu'ils ont mal à la tête, ils ont un flou visuel, et ça peut durer même des années après leur retour. Et en fait, il est probable que certains d'entre nous aient une susceptibilité, comme pour le mal aigu des montagnes. Et en fait, on a montré que quand on les met, alors je ne vous détaille pas, mais quand on les met en apesanteur simulée, eh ben, les enveloppes du nerf optique se dilatent et qu'en plus, c'est associé avec une altération de l'autorégulation cérébrale, qui est une situation qu'on n'a pas trop envie d'avoir en pathologie cérébrale. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir dans quoi vous pouvez utiliser ces échographes, en particulier en réanimation ou même dans des pathologies cardiaques. L'insuffisance cardiaque droite, par exemple, il y a des arguments pour penser que peut-être que l'HTIC n'est pas exceptionnel dans l'insuffisance cardiaque droite. Et dernière étude, je vous montre ça. Les cardiologues, vous ne savez peut-être pas, mais nous, au bloc opératoire, ça nous arrive souvent de mettre les malades la tête en bas. Et en particulier, par exemple, la chirurgie du robot de prostate. On passera tous par là à un moment, mais on va se retrouver la tête en bas pendant des heures, et ça dure des heures et des heures. Les malades sortent, ils ont la tête comme ça. Et on s'est posé la question avec des collègues belges, si en fait, parce que parfois ils ont mal à la tête, les patients post-opératoires, s'il n'y avait pas de l'hypertension intracrânienne induite par la position prolongée. Et en fait, la réponse, c'est probablement non. Parce que sur notre étude, nous, on n'a pas de variation importante des enveloppes du nerf optique durant les différentes séquences de chirurgie. Donc c'est important parce que ça ne change pas les pratiques et c'est une donnée qui est importante de montrer que probablement, en fait, les malades n'ont pas d'hypertension intracrânienne, même après plusieurs heures, la tête en bas, s'ils ont un cerveau sain. Alors, pour les traumas crâniens, ça va t'intéresser, Xavier, je pense. L'échographe, on a publié ça avec nos collègues et amis urgentistes de Toulouse. En fait, l'échographie oculaire, du nerf optique, c'est si on a le temps, c'est faisable. Et les raisons pour lesquelles on ne le fait pas, on l'a parlé tout à l'heure, c'est un manque de temps. On a fait une étude, on a dit si vous n'avez pas le temps, vous ne faites pas l'échographie, on ne va pas rajouter du temps. Si vous avez le temps parce que vous avez quelque chose à faire et que le temps de préparer un truc, ben vous le faites, Si c'était fait, 80% des mesures étaient valides, et valide, c'était contre moi, qui était considéré comme l'expert. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trier des malades, trauma crânien modéré, c'est des malades qui sont à Glasgow entre 8 et 13, ce n'est pas des malades qui vont bien, ils ne sont pas très bien, mais on ne sait pas s'ils sont graves ou très graves. Et en fait, on trie très bien les malades en fonction de après, ils vont être classés trauma crânien très grave ou modéré. Donc c'est probablement un outil de triage et peut-être d'orientation de ces patients qu'il va falloir utiliser. Voilà pour conclure, et je vous dirais que c'est le message que vous devez retenir. Et on peut tout estimer, sauf l'infarctus cérébral, et qu'il y a probablement beaucoup d'utilisation, l'échographie cérébrale, en réanimation, en préhospitalier, pour trier les malades et peut-être vailler des stratégies thérapeutiques associées à ça. Je vous remercie.